Bruno, un très très grand merci de nous joindre pour ce second épisode. Encore une fois, l'idée de ce podcast, c'est de donner des idées, partager des expériences avec notre communauté de Français qui vivent en France et qui se posent des questions de type c'est quoi un entrepreneur en Silicon Valley? C'est quoi un patron du M&A? C'est quoi un patron du marketing? Et aujourd'hui, c'est quoi un patron du produit? Donc on reçoit Bruno Pozzoco. Bruno, un très très grand merci de nous rejoindre. Avec plaisir. Et donc Bruno a une expérience fabuleuse. Il a travaillé pour Apple, Google, Amazon, Intel. Et je vais vous confier un secret, il nous a tous rendus très riches. Alors pourquoi? Ce n'est pas compliqué. À partir d'Apple, c'était très simple. À chaque fois que Bruno rejoignait une société, il suffisait d'en acheter les actions. On a vite compris ça. Donc, grâce à Bruno, on a pu aujourd'hui s'offrir quelques largesses. Donc, encore une fois, merci pour ça, Bruno. Plus sérieusement, Bruno, si tu peux avoir la gentillesse de prendre 1 ou 2 minutes pour te présenter. Et puis, à partir de là, comme tu sais, je vais te poser des questions sur ton parcours qui, j'espère, vont intéresser notre audience. Très bien, avec plaisir. Donc, je suis ingénieur français. J'ai grandi du côté de Paris et j'ai fait mes études à l'école centrale avant de venir aux États-Unis pour finir mes études au MIT. Ce qui m'a conduit au bout du compte à venir sur la côte ouest, dans la Silicon Valley, et où j'ai eu en fait beaucoup de chance puisque j'ai pu rejoindre Apple, je dirais, au bon moment pour lancer le iTunes Store dès le début, avec l'influence de Steve Jobs qui était très présent sur le projet, ce qui a été une expérience assez extraordinaire avec la possibilité de voir comment un leader comme Steve Jobs gère une équipe et crée un rythme, crée une urgence très forte. Et donc ça, c'était probablement l'une de mes meilleures expériences professionnelles avec une très bonne équipe, assez petite à l'époque puisque c'était 2002 et là, à ce moment-là, Apple n'embauchait pas énormément, donc c'était vraiment une équipe très très concise en fait. Donc ça, c'était mon premier tour chez Apple. Je suis parti en 2006 à l'INSEAD pour mon MBA, ce qui m'a amené à Singapour pendant une année, à l'issue de quoi je suis revenu chez Apple pour cette fois-ci participer au lancement de l'iPhone, d'abord aux États-Unis et après en Europe, ce qui m'a amené à venir m'installer pendant 6 mois à Londres. Et donc là aussi, une aventure extraordinaire avec les résultats que l'on sait. Toujours avec un Steve Jobs très présent sur le projet et donc oui, une aventure formidable avec le lancement de l'App Store. Ça a été très intéressant. Et puis à un moment donné, comme à Apple, j'ai toujours été du côté engineering, j'ai voulu passer du côté plus business et donc j'ai souhaité devenir product manager. Et être product manager à Apple, c'est pas toujours facile, surtout quand Steve Jobs est là, puisque en fait, Steve Jobs était le product manager de Apple, en tout cas à l'époque. Et donc, Steve monopolisait un petit peu la prise de décision, ce qui donnait peu de marge de manœuvre pour les product managers à l'intérieur de Apple. Et j'ai eu la chance, en fait, à ce moment-là, de rencontrer le responsable du produit Kindle, qui est un autre Français d'ailleurs, Laurent Cellier, qui cherchait un chef de produit sur l'écosystème Kindle des applications. Et donc, il m'a embauché à Amazon pour m'occuper de ça. Et donc, ça a été mon école de product management. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque je pense que Amazon est peut-être la meilleure boîte pour apprendre ce que c'est que le produit. Apple? Parce que par rapport à Apple et même par rapport aux autres, c'est vraiment une très belle boîte où Jeff Bezos et son équipe ont construit des processus de prise de décision fantastiques en mettant au cœur effectivement le chef de produit, le product manager, et on en parlera tout à l'heure. Ça a été très intéressant et ça m'a donné l'occasion plutôt, d'avoir des échanges avec Jeff Bezos à la fois par email et en meeting direct avec des prises de décision avec lui dont on pourra parler un peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'était mon expérience à Amazon. 3 ans là-bas.
À l'issue de ça, Google est venu me chercher pour me proposer un rôle je me suis rendu compte que c'était bien d'être au quartier général et comme Amazon est basé à Seattle et que j'avais envie de rester ici dans la Silicon Valley, j'ai décidé de faire la transition chez Google où j'ai eu de très bonnes années. C'était très, très intéressant. J'ai travaillé sur 3 projets en tout, mais je dirais le projet phare sur lequel je me suis bien amusé et je me suis fait plaisir, c'était le projet de Wing, qui faisait partie du groupe X, qui est un petit peu les avant-projets un peu fous de Google. Et donc, l'idée était d'utiliser les drones pour faire de la livraison. Et donc, j'ai fait partie de l'équipe fondatrice de Wing. Et donc, c'était très intéressant de voir comment on peut prendre un drone et imaginer de faire une livraison de médecine, de nourriture ou de produits essentiels en quelques minutes grâce au drone. Donc, un Quelle année? projet fantastique. Wings, ça a été entre 2014, pardon, non, 2013, 2014 et 2015. D'accord. Voilà, donc à peu près 2 ans et demi. Et donc, on a montré au lancement que c'était effectivement possible en faisant un lancement en Australie qui était assez ouverte au drone et donc très intéressant. Et là aussi, à Google, une culture de produits différente de celle de Amazon. On pourra en reparler. Euh, des différences très, très intéressantes et une culture aussi très intéressante. Il faut voir que le rôle de produit en fait est en fait complètement différent d'une boîte à une autre et ça dépend beaucoup de la culture. Voilà, donc ça c'était Google et à l'issue de ça, Intel est venu me chercher en me proposant un rôle dans une équipe qui faisait de la 3D. J'ai toujours été passionné par la 3D. Ça m'a toujours beaucoup, la simulation m'a toujours beaucoup intéressé. Et l'idée de travailler dans un groupe qui s'appelle Intel RealSense, qui fait des caméras de profondeur ou des caméras de tracking, était une opportunité pour moi de me rapprocher de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui est un sujet qui me passionne et sur lequel je travaille aujourd'hui, en fait. Et donc, j'ai fait la transition et j'ai eu la chance de travailler là-bas pendant 2 ans et de lancer une technologie de tracking similaire à celle qu'on trouve dans les casques de réalité virtuelle aujourd'hui et qui rendent possible en fait une expérience de réalité virtuelle et d'immersion assez exceptionnelle. Voilà. Ouais. Donc, C'est super intéressant, Bruno, parce que je me souviens bien le jour où tu nous annonces que tu rejoins Tel, on n'avait pas forcément compris. Ton groupe d'amis étions ah bon, qu'est-ce que... Et en fait, ce qui est passionnant dans ton parcours, c'est qu'en fait, on peut voir la fonction PM avec 4 identités différentes. Il y en a une, tu l'as dit très bien, avec Amazon, qui est la fonction PM King of the Hill. C'est vraiment les patrons de la boîte. À la différence de Google, où on va dire c'est plutôt une culture d'engineering. À la différence d'Apple, on va dire c'est une culture de leader. Et Intel, où ce qui est très intéressant, c'est que c'est avec HP, c'était les tout premiers qui ont créé la Silicon Valley. Donc là, il y a vraiment des roots extrêmement importants. Est-ce que je te vois aussi de la tête par rapport à ces 4 statements? alors, Quelle est ta perspective? j'ai quelques commentaires à faire, oui, effectivement. Donc, chronologiquement, effectivement, Apple à l'époque était très, très. La prise de décision était très monopolisée par Steve, j'en ai parlé, mais les choses évoluent et je sais qu'à Apple aujourd'hui, la fonction de product management devient plus intéressante, où effectivement les SVP se reposent de plus en plus sur des équipes de produits qui est simplement dû à la taille de Apple et le nombre de produits que Apple fait aujourd'hui. Donc, c'est un peu nécessaire. C'est une chose. À Amazon, je dirais que Amazon a trouvé un bon équilibre et permet de faire un travail de fond par le chef de produit en amont, qui est en charge de, non pas de prendre la décision, mais de créer un document qui va prendre en compte les contraintes engineering, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qui va prendre en compte les aspects design, marketing, pour au bout du compte présenter un document au preneur des décisions, qui est parfois un VP, parfois un SVP, parfois même Jeff Bezos lui-même, qui s'implique très en profondeur, et arriver à une conclusion, une décision
efficace. C'est ça la valeur ajoutée du chef de produit chez Amazon. Et ça marche très bien. À Google, la fonction de produit est intéressante en ce sens que, bon, déjà une chose à voir, c'est comme tu le disais, Google est une boîte qui est très influencée par l'engineering, tant et si bien que le chef de produit se doit d'avoir un profil technique. Typiquement, les chefs de produit chez chez Google ont un diplôme de computer science en général, ou tout du moins un diplôme d'ingénieur qui est proche de ce que fait Google. Et donc, effectivement, ça fait une influence technique très forte. Ceci étant dit, à condition que le product manager soit, je dirais, en bonne harmonie avec les équipes techniques, le chef de produit chez Google a beaucoup de flexibilité et beaucoup d'influence et la possibilité de prendre un rôle de leadership fort. Et on le voit, de nombreux projets qu'on appelle grassroots, des projets qui ont été démarrés depuis le bas, en fait. Et il y en avait pas mal, comme Gmail, comme AdSense et autres. Quand tu dis démarrer par le bas, c'est du bottom-up? C'est ça ce Oui, que tu veux? exactement. C'est-à-dire, j'ai un exemple d'un bon ami, en fait, qui était donc directeur de produits chez Google et qui a décidé avec un ingénieur, tous les deux, tout simplement, parce qu'ils ont vu un besoin, créer un produit qui allait prendre, en fait, des informations par rapport à une personne et fournir une information adéquate au jour J, au bon moment. Ça s'est commencé par devenir, enfin, ça s'est appelé Google Now au début. Et c'est devenu, au bout du compte, le Virtual Assistant de Google. Et donc, un gros produit, une grande initiative très importante qui a été commencée par une initiative individuelle, pratiquement, de deux personnes, un product manager et un engineering manager qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de commencer ça. Ça, c'est la chance qu'offre, ou qu'offrait en tout cas, Google pour des individus qui étaient motivés. Donc ça, c'est Google. Et Intel, c'est intéressant aussi. Intel, j'ai eu la chance de travailler avec un leader très fort, Sagi Ben Moshe, qui est quelqu'un qui est venu chez Intel par une acquisition, en fait. Et donc, ce faisant, il venait avec une culture startup qui, à mon avis, est en train d'influencer Intel en général, puisque bon, Intel a quand même 50 ans, effectivement, et il y a effectivement une petite inertie quand on compare d'autres boîtes comme Apple et Amazon. On sent qu'Intel a plus d'inertie. Mais Intel décide de donner des chances à des leaders nouveaux qui viennent de l'extérieur. Et Sagi, en particulier, je trouvais, était un des leaders les plus forts avec qui j'ai eu la chance de travailler jusqu'à maintenant et qui m'a donné confiance pour essayer d'appliquer la méthode Amazon chez Intel. Et ça s'est bien passé, ça a bien marché. Merci Bruno, merci de recadrer un petit peu dans les quatre environnements. Mais j'ai oublié de te poser la question essentielle, c'est quoi un PM? Alors, c'est quoi un PM, hein? Donc un chef de produit, quel est le rôle? Je dirais que le rôle du PM, je dirais, est peut-être une sorte de catalyste au bout du compte. Moi, ce qui m'attire beaucoup sur cette fonction, c'est que c'est un rôle qui est très versatile et qui permet d'avoir des discussions très différentes à travers la journée. C'est-à-dire qu'on peut faire partie d'un stand-up meeting avec une équipe technique à 8h30 du matin pour une demi-heure après avoir une conversation avec un avocat sur des problèmes légaux pour la sortie d'un produit et continuer avec une revue de design, etc., dans la journée. Et donc, la diversité des sujets sur lesquels on peut être exposé, je trouve ça intellectuellement passionnant. Et donc, ça, c'est ce qui m'attire dans le rôle. Au bout du compte, que fait le product manager? Quelle est la valeur ajoutée du product manager? Il y en a plusieurs. À mon avis, et alors, encore une fois, la chose à savoir, c'est que le rôle du product manager peut changer très fortement d'une boîte à une autre. Mais au bout du compte, les gens viennent voir le chef de produit pour avoir des réponses et pour avoir des directions. Et
le but, puisque dans le business, la vitesse est importante, c'est d'arriver à ce que Jeff Bezos appelle lui-même High Velocity, High Quality Decision Making. Alors, j'ai un VP qui faisait une blague à Google, qui disait Google prend toujours la bonne décision, mais parfois elle passe par toutes les autres avant d'y arriver. Et ça pose un problème puisque on peut parfaitement arriver à la bonne conclusion, mais si on arrive à la bonne conclusion 1 ou 2 ans trop tard, c'est trop tard, puisque le marché sera déjà occupé, a priori. Et donc, high velocity, donc rapide prise de décision de qualité, c'est très important. Et donc, le product manager est au cœur de ça et se doit d'intégrer toutes les données qui sont disponibles et synthétiser cette information de telle manière à ce que la prise de décision soit possible et efficace par le reste de l'équipe, à condition d'identifier un preneur de décision qui pourrait être le chef de produit, mais qui peut ne pas l'être. Ça peut être un VP, SVP ou CEO qui veut s'impliquer. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. C'est important d'avoir des leaders qui sont prêts à s'impliquer sur les décisions produits. Je trouve que c'est important. Bruno, pour revenir sur ce que tu veux dire, la vélocité, c'est quoi les KPI qui étaient utilisés chez Amazon et est-ce que ces KPI sont différentes de ce que tu as pu connaître chez Google, chez Apple, chez Intel? Alors, quand on dit KPI, j'imagine c'est KPI au niveau vitesse de prise de décision? Pour être spécifique, tout à fait, en fait, c'est quoi les métriques? Comment est-ce qu'on mesure la qualité d'un bon PM Oui. Au quotidien? Et alors, je vais te mettre deux lumières, une lumière interne avec tes collaborateurs, avec les équipes, comme tu disais, les ingés, les marketeurs, etc. Et puis de l'autre côté, ton écosystème, au-delà de ton firewall. Si tu peux nous aider à comprendre un peu cette dynamique et surtout comment tu mesures la qualité de ton travail. D'accord. Alors, la dernière chose que je voulais rajouter sur la question précédente, je me permets, c'est sur la valeur ajoutée du PM. De la même manière que le PM permet de prendre des décisions, un des aspects, une des grosses valeurs ajoutées du PM, à mon avis, c'est le focus. C'est la concentration de l'équipe vers une direction donnée. C'est très important. Et quand on se rappelle ce que disait Steve Jobs disait que pour lui, ce n'était pas important de pouvoir dire oui à quelque chose. Pour lui, ce qui était plus important et plus dur, c'était de dire non à des initiatives produits qui étaient peut-être viables, mais qui n'étaient pas dans le cœur de ce que fait l'entreprise. Et mettre en place cette discipline de dire non et de garder le focus sur un nombre de choses très réduit pour l'entreprise, c'est important. Et à mon avis, le chef de produit c'est important qu'il s'implique pour concentrer ses équipes. Ça, c'est très important. Alors, pour revenir à ta question suivante, c'est quels sont les KPI? Une chose très, très claire que Jeff d'ailleurs a dit, c'est que typiquement, dans le processus de prise de décision, un exécutif va arriver et va poser une question. Un exemple qu'on m'a donné, c'est est-ce que la liseuse Kindle devrait avoir de la publicité sur sa page d'écran, qui est une page qui est visible en permanence et donc qui sera visible par les lecteurs quand la liseuse Kindle sera sur leur table de chevet. Et est-ce que ce revenu pourra justifier d'une baisse du prix de la liseuse Kindle au bout du compte? Et donc, ça, c'est une question qui m'a été posée. C'est-à-dire, mon chef est venu me voir en me disant, Jeff m'a posé cette question-là dans le jet de retour de New York après le lancement du dernier Kindle. Très bien. Et en 2 semaines, je devais pondre un document avec une équipe technique qui devait me dire qu'est-ce qui était possible de faire, en allant chercher des informations sur quel pouvait être le retour au niveau valeur de cette publicité. Et au bout du compte, après 2 semaines, me retrouver assis à côté de Jeff Bezos pour lui présenter mon document qui arrivait à une recommandation, il faut faire ou il ne faut pas faire. Pour l'anecdote, ce genre de meeting est très intéressant. D'une part parce que le début du meeting est passé à lire le document. Donc typiquement un document de 6 pages qui est lu en 10-15 minutes. Pendant ce temps-là,
moi ayant écrit Qui, le qui est élu document. par qui? Alors, donc, pour ce meeting-là, j'étais à côté de Jeff, juste là, et il y avait 3 SVP, le mien directement, celui auquel je reportais, plus 2 autres qui devaient participer à cette initiative, plus d'autres personnes impliquées dans le produit, dont le responsable du design. Et pendant les 10-15 premiers meetings, silence total, puisque tout le monde lit le document, en mettant des notes de façon assez fiévreuse sur la marche. Et au bout du compte, quand les gens commencent à sortir leur téléphone, et je sens qu'effectivement les gens ont fini de lire, posent la question, est-ce qu'on peut commencer à faire la discussion? Et à ce moment-là, donc effectivement, on commence section par section, on pose des questions, et il y a une discussion qui s'engage. Et donc, le but pour le chef de produit est que au bout de l'heure, typiquement au bout du meeting d'1 heure, la décision est prise. Donc, dans ce cas-là, c'était oui, on va le faire. On va intégrer de la publicité sur la page d'écran de la liseuse Kindle et qui s'est retrouvée sur les autres Super, devices merci Kindle. Bruno, hein. Merci beaucoup, on apprécie tous. Hein. Ce qui rend l'outil moins cher à l'achat. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de KPI, je dirais, de bon process pour prendre une décision. Après, il y a une autre valeur ajoutée du product manager, c'est, je dirais, au niveau communication. Faire en sorte que la communication passe bien avec les équipes d'ingénieurs, de telle manière à ce que quand il y a des problèmes, ça remonte naturellement. Quand il y a des tensions ou des contraintes entre différents aspects du projet, typiquement, c'est le chef le chef de produit qui va être impliqué pour essayer de dénouer ça et comprendre quels sont les compromis à faire pour arriver à soit arriver à livrer dans les temps, soit repousser la date limite, soit rajouter des ressources. Il y a plusieurs dimensions de solutions. Quels sont, donc là, tu as partagé avec nous un scénario très positif, 2 semaines et le yes. C'est quoi les difficultés d'un PM au quotidien? On a bien compris que c'est très complexe comme fonction. Mais surtout en Silicon Valley, qu'est-ce que tu as pu observer des choses trappes, des difficultés qui font qu'on distingue un bon PM d'un mauvais PM, dans le sens où il y en a un qui va arriver à les gérer et l'autre qui va les subir? Oui. Alors, je dirais que, et ça, mon mentor à Amazon m'a dit quelque chose que je garderai toujours et que je dis au product manager que je mentor moi-même. C'est que le rôle du product manager ou la prise de décision est dépendante des faits. Bon, typiquement, on prend des hypothèses de travail, des données, et logiquement, on arrive à une conclusion. Bon. Le problème, c'est que les faits en soi ne comptent que pour 50%, en fait, que pour la moitié de la prise de décision. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de non-rationnels qui rentrent dans ces processus-là. Il y a des aspects politiques, par exemple, puisque dans une organisation où le leadership n'est pas très fort, il est possible qu'une nouvelle initiative rentre à l'encontre de ce que souhaite un VP, dont les ressources vont être prises pour aller autre part, par exemple. Donc ça, c'est la partie soft, la partie plus subtile du rôle de product manager. Et c'est très important pour un product manager de comprendre quelles sont les dynamiques politiques, de telle manière à soit s'aligner, soit travailler avec ces dynamiques politiques pour arriver au résultat. Et ça peut être des dynamiques politiques avec la hiérarchie, avec les leaders, des dynamiques politiques avec des équipes d'ingénieurs. Parfois, il y a des équipes d'ingénieurs qui ne s'entendent pas avec d'autres. Et c'est très important pour le chef de produit de nouer des relations personnelles fortes et de confiance avec ce qu'on appelle les stakeholders, les participants, à tous les échelons, pour être au courant de ces aspects subtils et arriver à intégrer la dynamique du produit et du projet dans ces dynamiques politiques.
Et c'est là où je dirais que pour un Français, euh, pour un ingénieur français comme moi, c'est là où j'ai eu le plus à apprendre. C'est-à-dire que, et je dirais Amazon, c'est un peu plus facile parce que les faits l'emportent. C'est une boîte qui est très dominée par les données, les informations, et donc les gens suivent ça. Donc ça rend les choses un peu plus simples. Mais chez Google, par exemple, où je dirais qu'il y a la dimension soft, la dimension politique est beaucoup plus présente, c'est là où j'ai dû apprendre effectivement à savoir gérer, à être à l'écoute et à passer beaucoup plus de temps que j'avais l'habitude de faire à nouer ces relations individuelles. Bruno, c'est passionnant et ça nous amène dans le deuxième chapitre de notre conversation. C'est parfait. Alors, ce que j'ai partagé avec toi il y a peu de temps, c'est le feedback des VC que je côtoie, les Sequoia, les Greylock, ou bien des boîtes publiques comme LinkedIn, comme Okta, qui tous me disent on adore les ingénieurs français. Et la raison simple, c'est on leur dit tu vas là et dans 3 mois, tu dois me donner ceci. Et il n'y a pas de handholding et ça délivre. Et le système français de formation est vraiment extrêmement valorisé. En revanche, il y a très peu de PM français ici en Silicon Valley parce qu'ils n'ont pas une réputation merveilleuse. Donc, je serais très heureux d'avoir ton feedback, le pourquoi. Pourquoi, selon toi, on voit très peu de PM français dans les grandes boîtes ou dans des unicornes? On voit des entrepreneurs français, on voit des ingénieurs français, on voit des commerciaux français, on voit des marketeurs français, mais on ne voit pas ou très peu de PM. Pourquoi, selon toi? Alors, je connais quelques product managers français qui s'en sortent bien. Laurent qui m'a embauché chez Amazon est un bon exemple de quelqu'un qui a une très très belle carrière, qui est passé par donc Amazon, passé chez Twitter, et oui, il s'en sort très bien, sans problème. Donc, bon, il y a des contre-exemples, mais je veux bien croire qu'effectivement, les Français ont moins l'habitude de prendre ce rôle-là, peut-être dans la Silicon Valley, et peut-être qu'en France, c'est aussi un rôle qui est un peu naissant, qui commence à prendre de l'ampleur, mais qui n'est peut-être pas traditionnel dans la façon de faire qu'on a en France. Je, je vais m'aventurer un petit peu, c'est un peu spéculatif de ma part. Je dirais qu'il y a peut-être plusieurs choses. La première chose, c'est que en fait, je pense qu'il y a une bonne proportion des Français qui viennent de la Silicon Valley, qui viennent parce qu'au bout du compte, au début, ce sont des ingénieurs. Et donc, c'est effectivement des diplômes qui sont très recherchés ici dans la Silicon Valley. C'était mon cas. Et essentiellement, tous les Français que je connais, enfin, la majeure partie des Français que je connais dans la Silicon Valley ont des carrières qui commencent, tout du moins, par la technique. Effectivement, ils sont très appréciés. Il suffit de regarder chez Apple, par exemple, le nombre de Français qui ont une très belle carrière. C'est très courant. Et après, cette transition qui est assez courante et traditionnelle, je dirais, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, c'est la transition technique vers product management, business, qui, et je crois, est assez appréciée, puisqu'au bout du compte, cet individu a un double rôle ou une double compréhension. Il a une compréhension des aspects techniques, ce qui est très important, et donc il a un dialogue avec les équipes d'ingénieurs fort, où il est capable d'anticiper les inquiétudes, les contraintes, les problèmes qu'auront les équipes d'ingénieurs, et capable de dire, de savoir, telle fonctionnalité, ça va prendre une semaine de travail. Par contre, si jamais il y a une idée qui vient, qui va demander 1 an de travail avant de déboucher, ben, le product manager technique, il sera capable d'intercepter ça et avant même d'aller voir les ingénieurs, de dire non, ça, il ne faut pas essayer parce que ça va prendre trop de temps. Donc, il y a une intuition technique importante. Ça, c'est une chose. Après, cette transition demande effectivement d'avoir une certaine subtilité qui n'est pas nécessairement une subtilité que j'ai eu l'occasion, tout du moins sur mon parcours, de travailler. Je dirais que le système éducatif français est un système très individualiste. Donc, lycée, école prépa, en fait, c'est essentiellement un individu qui va apprendre et réussir des concours et rentrer en école d'ingénieur.
En école d'ingénieur, il y a peut-être quelques opportunités pour faire des travaux d'équipe, que ce soit en participant à la vie sociale, associative, ou à l'intérieur de projets en école. Mais je ne dirais pas que ça a la même dimension qu'un Américain moyen a en grandissant. Je vois mon fils qui va rentrer en école primaire. Et dès l'école primaire, en fait, les petits Américains sont très, très mis en équipe et savent socialiser, être très perceptifs des émotions des autres et pouvoir négocier des interactions avec les autres qui soient fructueuses au bout du compte, même quand il y a des conflits. Et ça, je dirais que pour un Français qui débarque dans la Silicon Valley, c'est quelque chose qu'il faut encore apprendre un peu sur le tard. En tout cas, c'était ma transition, mon apprentissage quand j'ai dû devenir un product manager. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a peut-être moins de chefs de produits français. Merci pour cet éclairage, Bruno. Alors, comme tu as partagé avec nous, tu coaches un certain nombre de PM en France. Quelles sont les questions qui te sont le plus souvent posées et quelles sont tes observations justement sur leur raisonnement et qui est forcément soit similaire à ce que tu connais ici ou différent? Alors, j'ai eu la chance d'être manager de chef de produit ici aux États-Unis. Donc, je fais du mentoring localement ici dans la Silicon Valley. Et ça m'est arrivé un petit peu d'avoir quelques mentees en France. Et quand c'est le cas, je dirais que je me concentre sur les aspects process dont on a déjà parlé. Et j'essaie de passer du temps aussi sur les aspects soft, les aspects humains, les aspects relationnels, qui sont très importantes et pour les raisons qu'on a expliquées, sont peut-être moins évidentes pour un Français. Donc, les aspects sur lesquels je me concentre, pour les relations avec les leaders, avec un CEO, comment faire. Moi, toujours, j'ai eu l'occasion, comme je le disais, d'envoyer des emails à Jeff Bezos et à diriger des meetings avec lui. Et cet apprentissage était très intéressant parce que ça m'a permis de travailler sur me mettre dans les chaussures, comme on dit ici aux États-Unis, de l'autre. Donc, quand on envoie un email à Jeff Bezos, l'objectif, c'est d'avoir une réponse, which is agreed. C'est l'objectif. Si jamais un email a cette réponse-là, tout le monde est content. Ce qu'il faut éviter, c'est la réponse de Jeff Bezos où il dit What about this or that? Où il pose une question supplémentaire. C'est pas idéal parce que ça veut dire que il faut se retaper un autre email. Alors que si le chef de produit avait anticipé cette question, en se mettant dans les bottes de Jeff Bezos, à ce moment-là, la réponse aurait été plus efficace et la prise de décision plus rapide. C'est l'objectif. Bon, ça arrive. Parfois, il y a des aspects stratégiques dont le chef de produit n'est pas nécessairement au courant. Et donc, parfois, il y a un deuxième ou troisième tour de manivelle. Ça arrive. Donc, en général, ça veut dire quoi sur le rôle de product manager par rapport à un leader? L'idée, c'est à chaque fois qu'on fait une communication avec un leader, c'est effectivement de se placer dans la peau d'un leader. Donc, si j'envoie un email au GM de l'équipe Intel RailSense, mon objectif, c'est de comprendre comment il fonctionne, tellement, quels sont ses objectifs et quelles vont être les questions qu'il pourrait poser et répondre à tout en avance de phase. C'est l'objectif. Et donc, comme un chef de produit interface beaucoup avec le CEO, le GM, il faut qu'il raisonne comme un CEO, comme un GM. D'où l'importance d'avoir une bonne compréhension de ces aspects stratégiques en tête. C'est très clair, Bruno. Pardon, je t'en prie. Et alors ça, c'est pour les relations avec les preneurs des décisions, les leaders. Après, l'autre aspect, je dirais, où c'est très important de passer du temps, c'est effectivement développer ses relations personnelles. Il est critique pour un chef de produit d'avoir une excellente relation avec le chef de l'équipe engineering.
pour que les informations passent de façon naturelle. Il faut qu'il y ait une confiance. Il faut que les deux s'entendent de telle manière à ce que, au bout du compte, si jamais les deux se retrouvent en face du CEO pour une prise de décision, qu'ils soient idéalement alignés entre eux. Et si ce n'est pas le cas, que les deux points de vue soient représentés de façon claire. Voilà. Parfait. Alors, je rebondis sur le fait que tu es encadré des PM. Quand tu es PM en France et que tu reportes à un patron PM global, comme tu l'as dit en introduction, c'est toujours mieux d'être au headquarter que d'être dans une filiale. Mhm. Et la plupart du temps, si tu bosses pour une boîte internationale PM France, tu reportes. Est-ce que tu as quelques conseils, si tu devais donner deux, trois conseils pour ces PM France, pour améliorer la collaboration, améliorer Mhm. la visibilité, améliorer l'impact, quels seraient-ils? Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais été dans cette situation. J'ai eu une situation où j'étais product manager sur un produit qui était développé à Seattle. Et donc, mon équipe technique se retrouvait à Seattle alors que moi, j'étais basé dans la Silicon Valley. Et donc, pour ce faire, j'ai pris mon avion toutes les 2 semaines et je passais pratiquement une semaine sur deux à Seattle pour être très proche de l'équipe technique, passer du temps de qualité, encore une fois, avec ces équipes. Et avoir une visibilité locale forte, tout du moins au début. Bon, tout le monde ne peut pas faire ça, surtout quand le vol est de 9 heures ou 12 heures par rapport à San Francisco-Seattle qui est 2 heures. Donc il y a quand même une grosse différence. Alors, j'ai connu quelques personnes dans cette situation. Un exemple en particulier étant un ami Stéphane Casriel qui a créé l'équipe PayPal en France. Donc, c'était le fondateur de la succursale de PayPal basée en France et qui se devait donc de faire le lien entre PayPal France et PayPal Headquarters qui sont basés à San-José. Et lui passait au moins, je dirais, au moins une semaine tous les trimestres ici dans la Silicon Valley pour, encore une fois, nouer ses relations étroites avec ses participants, être très présent. Et intéressant, je me rappelle une anecdote où il disait qu'une fois, il avait fait une présentation à une audience assez large en béret avec une baguette et avec un camembert quelque part pour bien montrer que lui était représentant de la France et n'avait pas peur de mettre un peu d'humour dans sa présentation pour que les gens se gardent à son souvenir en fait. Parce que depuis la Silicon Valley, malheureusement, comme il y a beaucoup de pays différents, il est assez facile d'oublier tel ou tel pays. Et pour un product manager qui est basé à l'étranger, arriver à faire en sorte que le quartier général n'oublie pas une locale particulière comme la France, c'est important d'être présent et c'est important de marquer les esprits de telle manière à ce que les gens n'oublient pas. Et moi, je me rappelle, après avoir lancé la iTunes Store à l'international, on avait des équipes basées à Londres, basées au Japon, etc. Et quand ces représentants d'équipe venaient au quartier général, ben, ils venaient et ils demandaient de faire telle ou telle chose pour accommoder des différences culturelles spécifiques à leur pays. Mais ce qu'ils oubliaient souvent, c'est de faire le suivi, en fait, depuis la France. C'est-à-dire qu'après avoir fait un meeting localement pendant leur voyage ici, où ils demandaient telle chose, ben, après, ils oubliaient de faire le suivi, de demander où est-ce que C'est ça en intéressant. était. Et parce qu'il n'y avait pas de suivi, ben, il y a tellement d'autres priorités locales que c'est très facile d'oublier. Résultat, leur dynamique qui a été lancée pendant leur voyage, ben, elle perd de son énergie très rapidement, sauf si on fait un suivi. Donc, c'est très important d'avoir une présence. Ça fait partie de Très clair. l'intangibilité du processus de chef de produit. Alors, dans la même idée, et ça va être ma dernière question, Bruno, dans la même idée, bon, toi, quand tu as lancé l'iPhone, tu as travaillé avec un nombre important de pays et un nombre important de partenaires. Donc, j'imagine que tu dois avoir beaucoup de PM en France qui sont dans l'écosystème de Salesforce, dans l'écosystème de Google, dans l'écosystème d'Apple.
Et donc, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais partager avec eux sur quelle est la meilleure façon d'accéder au PM de ton écosystème, donc le PM Salesforce par exemple, le PM, ou d'avoir une compréhension de la roadmap de l'acteur principal qui est ici en Silicon Valley, qui va forcément avoir une implication sur le développement de tes produits. Est-ce que tu as des conseils simples que tu pourrais partager? Moi, je dis souvent, aide-toi et Dieu t'aidera. Euh, et donc, je pense que bon, il faut jouer du relationnel pour avoir des informations, je dirais, plus en profondeur que ce qui est public ou ce qui est dit en général par le représentant de Salesforce ou de Google, par exemple. Euh, il faut être un peu débrouillard et utiliser tous les moyens qui sont à ta disposition. Donc, moi étant ancien de l'INSEAD, par exemple, j'ai tout un réseau d'anciens de l'INSEAD, ici dans le Silicon Valley, beaucoup en Europe, parfois en Asie. Et ben, j'hésite pas à puiser dans ce réseau pour avoir l'information qui m'aide au moment du développement d'une nouvelle fonctionnalité. Donc ça, c'est le réseau débrouillardise. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être d'autres connexions, connexions culturelles, connexions, par exemple, je ne sais pas moi, les plongeurs en apnée, par exemple, qui est un réseau, à mon avis, assez petit, mais global, et de gens qui se respectent les uns les autres parce que c'est quelque chose qui est effectivement assez rare. Et donc, ça peut être une autre idée pour arriver à contacter des gens sur un aspect personnel qui permettra d'aider une question professionnelle, peut-être. C'est une idée. Ah bah, c'est une très bonne piste. Bruno, un très très grand merci. Alors, il y a quelques années, on aurait parlé au Bruno ingénieur. Récemment, on aurait parlé au Bruno PM. Et Oui, aujourd'hui, on parle au Bruno entrepreneur. oui. Tu peux nous parler un petit peu de ta nouvelle aventure? Alors un petit peu, oui, oui. Comme je le disais tout à l'heure, mon objectif chez Intel, c'était d'être proche de la 3D, d'être proche des technologies de réalité augmentée, réalité virtuelle. Intel a été assez pionnier dans ce domaine-là. Et de savoir quel était le bon moment pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, quelque chose sur lequel je parle depuis longtemps. Et après une forte réflexion personnelle, je suis arrivé à la conclusion que c'était le bon moment. Et donc, j'ai quitté Intel en début 2019 pour me lancer dans cette aventure et faire d'abord du prototypage dans le domaine de réalité augmentée et réalité virtuelle. Et explorer différentes technologies d'une part et différents sujets d'autre part, et essayer de manier une compréhension de problème à une solution technique. Essayer d'éviter de se concentrer sur la partie technique d'abord et voir quelles vont être les applications ensuite, qui est, je dirais, un défaut parfois des ingénieurs qui se concentrent plus sur les aspects sexy d'une technologie avant de s'intéresser aux problèmes dont les personnes ont besoin de trouver des solutions. Et donc, j'essaie de manier les deux et de faire venir les deux en même temps. Toujours motivé par cette passion pour la 3D. Et donc, j'ai développé une technologie de présence virtuelle qui s'applique à la fois pour la VR et la réalité augmentée, qui permet à n'importe quel utilisateur d'un smartphone ou d'une tablette de pouvoir, en parlant à cette tablette ou ce smartphone, de se projeter en tant qu'avatar très réaliste dans l'expérience d'une autre personne qui peut se retrouver de l'autre côté de la planète. Soit sous format réalité augmentée, c'est-à-dire à travers un téléphone, la personne pourrait voir l'avatar du MC qui se trouve en face de la tablette. L'avatar va permettre d'avoir une conversation, d'avoir les expressions du visage de la personne, d'avoir les mouvements de la tête, le mouvement des bras, le mouvement des mains, et donc d'avoir une présence très forte, très, très réaliste
pour aboutir à des utilisations dans plusieurs domaines. Voilà. Donc, j'ai Ben, travaillé là-dessus depuis à peu près 8 mois. La technologie fonctionne et je suis en train de prendre la décision sur quelle va être l'application de cette technologie. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de possibilités possibilité, hein, ouais. et je pense avoir trouvé quelle va être l'application sur laquelle je vais me concentrer. Fantastique. Bruno, un très, très grand merci. C'était passionnant. Alors Avec là, plaisir. je me, pour tous les auditeurs, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Bruno, tu es sur LinkedIn. Je mettrai le lien sur ton profil. N'hésitez pas à le contacter en parallèle. Encore un très, très grand merci. C'était passionnant. À bientôt, Bruno. Merci Julien, bonne soirée.